Fait. Hop. Donc bonsoir à vous tous et toutes. Donc je vais faire très fort parce qu'il faut que je fasse deux personnes en une. Donc en fait, Monsieur Lager qui devait être avec moi, qui est un des utilisateurs du premier POC que nous avons fait sur l'hydrogène, a été déclaré positif au Covid ce matin. Donc je ne l'ai pas croisé, mais il n'est donc pas monté pour Energy Meeting, mais j'en profiterai pour faire une partie de sa présentation. Donc ce qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'était quelques retours d'expérience de projets hydrogène que nous avons fait avec BDR Thermera. Vous avez certains projets en Europe et un en France principalement. Et ce qu'on voulait aussi, c'était vous prouver que l'on peut décarboner la combustion à partir de l'hydrogène sans qu'elle soit trop disruptive et qu'on peut facilement faire de l'eau chaude et du chauffage sanitaire. Alors, notre mission, elle est assez simple, c'est de proposer des systèmes de confort thermique avec un objectif carbone allant vers zéro. Alors moi, je suis un bon gars du sud-ouest, donc ça veut dire que je pourrais tout casser instantanément et je bascule avec une autre technologie. Vous comprendrez que ce n'est pas tout à fait possible. Et donc la technologie hydrogène a un avantage majeur dans la combustion, c'est qu'on peut faire de la transition lente, c'est-à-dire qu'on peut commencer à introduire de l'hydrogène en partie dans la chaudière, de profiter de cet hydrogène pour décarboner. On va améliorer sensiblement les rendements et surtout améliorer les émissions de polluants. Vous avez les taux de NOx qui baissent fortement. Et au fur et à mesure que le réseau se développera ou que la production locale se développera, on pourra augmenter l'injection jusqu'à aller à une chaudière pure hydrogène. Mais on peut aussi faire des couplages d'une chaudière Full H2 avec un système hybridé. Donc on a beaucoup de souplesse avec cet hydrogène. Et puis on a une souplesse majeure, c'est le fait qu'on peut le stocker facilement, longtemps, et on peut cumuler de la production instantanée d'hydrogène et de la production pour le déphasage saisonnier. Alors, pourquoi on y croit beaucoup et pourquoi BDR Thermea Alors, BDR Thermea, c'est le nom de la fondation. Les marques en France, c'est principalement De Dietrich et Chappé. On avait aussi Earthly et Cervelit. Après, on a d'autres noms en Europe. Donc, pourquoi est-ce qu'on est parti là-dedans? C'est que tout simplement, on peut fabriquer facilement de l'hydrogène en local sans utiliser d'énergie carbonée. Ça a un vrai sens dans la logique actuelle. Vous prenez une énergie renouvelable, électrique ou un éolien socialement acceptable, ou de l'énergie spot à un tarif très bas et vous pouvez fabriquer de l'hydrogène. La deuxième chose, c'est que les réseaux gaziers aujourd'hui sont principalement, à l'échelle européenne, adaptables facilement à l'injection d'hydrogène. Les grands opérateurs européens, les 7 grands énergéticiens, ou 8, se sont entendus pour dire que leur réseau était parfaitement étanche et fiable avec 20% d'hydrogène. Et si vous mettez 20% d'hydrogène, vous stockez avec de la production estivale 140 TWh d'énergie dans le réseau. Regardez ce que ça fait, ça nous permet d'être autonomes quelques semaines. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ce réseau pour faire un stockage énergétique et le déphasage d'énergie renouvelable que vous auriez eu en production estivale. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on pense fortement que l'hydrogène va aider à stabiliser les réseaux électriques. La présentation de Châteauneuf que je vais vous faire tout à l'heure, qu'aurait dû faire Bernard Lager, qui est le maire, en fait, l'origine de ce projet a été portée par le syndicat d'électrification de la Loire, parce qu'ils ne pouvaient pas renforcer les réseaux électriques pour alimenter le château et mettre des pompes à chaleur. Et ils ont cherché quelle était la solution la plus intelligente pour faire l'efficacité énergétique sans un investissement déraisonnable. Et la filière hydrogène a été la première à être mise en avant et qui aujourd'hui, vous preuve en est, on est rendu à avoir 100% de couverture électrique et 60% de couverture thermique avec la chaîne hydrogène. Donc c'est pour ça qu'on y croit beaucoup et que l'hydrogène, c'est à nos yeux pas un système gigantesque où vous attendez que le fluide arrive dans le pipe, que l'hydrogène arrive dans le tuyau, pardon. C'est qu'on soit capable d'en fabriquer localement, en petite quantité, et on puisse l'utiliser au bon moment. Pour nous, autre avantage, c'est qu'on est intimement persuadé que vous allez avoir des couplages à court terme entre un système thermodynamique et un système hydrogène. Vous avez tout simplement des contrats électriques aujourd'hui qui favorisent les effacements. En clair, quand vous avez des fortes pointes de consommation, on va demander à certains de s'effacer. Et inversement, quand il y a une surproduction d'énergie par rapport aux besoins, le prix s'effondre. Moi, je sais fabriquer de l'hydrogène à ce moment-là. Et donc, je peux fabriquer avec des électrons peu chers,
en acceptant que quand l'énergie sera très chère, je m'efface. Donc les pompes à chaleur vont s'effacer également. Et vous avez le système hydrogène qui démarre. Et donc vous pouvez avoir des logiques de stockage journalier, hebdomadaire et intersaisonnier. Et l'hydrogène est un élément stabilisateur là-dedans. Donc c'est un vrai complément au système. Il faut juste qu'il soit fait de façon cohérente, à un prix raisonnable et un entretien simple. Parce que plus on multiplie les systèmes, et plus ça devient compliqué, on est d'accord. Et puis les usages bâtiments vont permettre beaucoup de souplesse, simplement parce qu'on a de l'inertie. Quand vous avez un véhicule, quand vous appuyez sur l'accélérateur, il faut que ça réagisse tout de suite. Nous, avec la caractéristique hydrogène, on peut avoir un peu de temps. Donc je peux faire du stockage et déstockage dans une même cuve avec quelques secondes. Ça ne pose pas un souci. Et je n'ai pas d'effet mémoire dans une réserve d'hydrogène. Donc pour nous, on pense que les gaz verts vont jouer un rôle majeur dans la transition et que c'est réellement une logique de transition. Ce n'est pas une logique disruptive. Il y a toujours le risque pour certains que l'hydrogène est super dangereux. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est vrai que n'importe quel gaz peut être dangereux, mais l'hydrogène est un combustible qui brûle très très bien et pas forcément explosif. Je pense être plus inquiet, moi, avec des bouteilles d'acétylène ou des bouteilles d'oxygène qu'avec des bouteilles d'hydrogène. Pour décarboner, l'objectif dans le plan de relance, si vous avez regardé autour de l'hydrogène, il faut sortir 6 millions de tonnes de CO2 par an. Et nous, on s'est fait un petit calcul rapide. On a regardé combien il y avait de générateurs en France. Donc on considère qu'il y a à peu près 7 millions de chaudières en France. Il y en a 17 millions à l'échelle européenne. Si on fait un calcul rapide, 4,5 tonnes de CO2 par générateur, si vous faites les choses bien, vous avez ici une courbe de décarbonation où vous voyez tout en bas à gauche, si j'injecte 0% d'hydrogène, évidemment que je décarbone rien. Si je vais tout en haut, c'est l'inverse. Et cette courbe-là vous permet de montrer que l'on peut injecter de l'hydrogène dans une flamme et de pouvoir avoir une réponse de décarbonation. Si je mets 20%, c'est tout en bas à gauche là, hop, ce que vous avez, c'est que je décarbone à peu près 7% de combustion. Donc si je remplace une vieille chaudière en mettant une chaudière performante et un électrolyseur, vous multipliez par le nombre et vous avez les 6 millions de tonnes. Alors vous imaginez comme ça va être génial. Il n'y aura pas que moi qui sera capable de décarboner avec de l'hydrogène, mais sachez que si la volonté politique était là de faire une hybridation des petites chaudières murales avec une petite quantité d'hydrogène, on atteint déjà l'objectif. Et puis ce que je vous montre juste après, c'est un travail que l'on fait avec un laboratoire de recherche qui est à Toulouse, qui s'appelle l'IMFT. Ce sont des combustionnistes, c'est des gens avec qui je travaille pour le développement de la flamme. Et vous avez ici, donc le plus à gauche, 0% d'hydrogène, une combustion tout à fait parfaite avec du gaz naturel. Juste après, vous avez 27% d'injection. Donc on décarbone à 10% de la puissance. Vous voyez que la flamme ne change pas beaucoup, à part que sa couleur change parce que la température change. Juste après, on est à 20% de puissance, donc 45% d'hydrogène. Après, vous êtes à 60% d'hydrogène. Et vous voyez que c'est le même brûleur et que sa vie est très très bonne et qu'on n'a absolument aucun problème fonctionnel. Et celui de droite, soyez pas surpris, la flamme est allumée. En fait, une flamme hydrogène 100%, c'est une flamme transparente. Et donc, les moyens de les surveiller et de les détecter sont différents. On ne travaille plus avec des sondes de ionisation classiques. Il faut plutôt travailler sur les infrarouges ou les ultraviolets, ça dépend ce qu'on souhaite. Mais néanmoins, on a juste à changer. Et vous allez voir que ça a un sens, ce que je vous montre là, c'est qu'il y a certains générateurs qui pourront être post-équipables. C'est-à-dire vous pouvez acheter aujourd'hui une chaudière qui est compatible en mélange, et via un kit de conversion, vous pourrez passer dans une Full H2. Donc un générateur que vous achetez aujourd'hui, vous pourrez dans les 5 ans, 6 ans, 10 ans, parce que vous avez un écoquartier qui se développe, parce que vous avez un réseau Full H2, et vous pourrez transformer cette chaudière en 100% hydrogène. Donc un générateur d'aujourd'hui est déjà quasi compatible, il faudra juste rajouter un kit. Alors nous avons beaucoup contribué aux émissions de CO2, parce que quand on regarde dans le chauffage, c'est 30% des émissions de CO2 en France, on considère que c'est le chauffage. Et il y a 70% des ménages qui se chauffent encore avec des énergies fossiles. Si on devient efficace, qu'on s'y met tous pour de vrai, dans les 5 ans qui viennent, on est capable de décarboner le chauffage sans problème, avec des solutions mixtes. Ça peut être une chaudière plus une PAC, c'est des vraies solutions, et vous aurez une vraie décarbonation. Alors, quel marché on peut adresser facilement? Le tout premier, c'est le bailleur social. Pourquoi c'est facile? Ces gens-là, vous avez un logement individuel, souvent une petite chaudière individuelle. Il faudra simplement l'équiper, elle, d'un électrolyseur, fabriquer de l'hydrogène à la demande, et vous utilisez une source d'énergie renouvelable. Ça peut être du PV sur le toit, individualisé par logement, ça peut être un collectif. Vous pouvez aussi avoir donc une éolienne quelque part, ou un contrat avec des achats spot, et vous achetez un courant, et vous démarrez l'électrolyseur au moment où il est peu cher. Et puis comment je stocke?
bah, quand vous êtes dans ce cas-là, le stockage, il n'est peut-être pas sous forme d'hydrogène, il est peut-être plutôt sous forme électrique, et vous avez une batterie associée au système, et vous stockez les électrons peu chers pour que l'électrolyseur fonctionne quand vous n'avez pas de courant à un prix raisonnable. Donc ça, c'est un marché facile, vous n'êtes pas disruptif, je le dis toujours, mais c'est vrai, la réalité des choses, c'est que le locataire d'un bailleur social, bah, il a toujours sa chaudière murale, elle fait toujours de l'eau chaude et du chauffage, et on a juste décarboné. Un autre marché un peu plus sympa, ça serait le neuf. Alors pourquoi ça nous intéresse? Là, l'idée, c'est que vous n'avez pas forcément de réseau hydrogène tout de suite, mais vous pouvez de suite investir dans une chaudière compatible. Vous verrez, je vous montre juste après, mais vous pouvez travailler sur le gaz nat, peut-être mettre un électrolyseur individuel, mais ça peut aussi être un électrolyseur à la hauteur du quartier et que vous allez mutualiser aussi bien pour la production d'énergie vers le chauffage et l'eau chaude, mais ça peut être aussi pour des véhicules. Et vous pouvez avoir des voitures à hydrogène, mais vous pouvez aussi avoir des voitures électriques avec une pile. Donc ça veut dire que c'est des systèmes blocs que vous pouvez faire grandir au fur et à mesure de l'évolution du quartier et que l'hydrogène vient en transition dans ce monde-là. Autre logique, c'est dans type écoquartier. Alors là, c'est beaucoup plus simple à gérer. C'est des maisons qui sont tout à fait réfléchies, qui sont très vite énergie positive. Et donc on peut mutualiser la production d'hydrogène à l'échelle de ces 4, 5, 6 logements, partager l'énergie, utiliser l'énergie fatale, et ça c'est un des avantages des petits systèmes individuels d'hydrogène. Quand vous avez un électrolyseur de 100 MW et que vous avez 100 MW de chaleur, la plupart du temps, mais un aéroréfrigérant, c'est dommage. Quand vous avez un petit électrolyseur individuel, la chaleur que vous avez là, vous ne la perdez pas. Et vous allez voir que cette chaleur, elle a un vrai sens dans le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Et donc à l'échelle d'un petit quartier ou d'un éco-quartier, eh ben, vous pouvez être complètement neutre en carbone en utilisant de l'hydrogène pour votre combustion et la chaleur pour vous chauffer. Autre chose un petit peu plus chouette pour les années futures, c'est là où vous avez du fuel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on met une PAC? Mais est-ce que le réseau est suffisant? Est-ce que je mets un système hydrogène? Et on va vous montrer qu'on travaille sur la maison autonome. C'est quelque chose qui pour nous est relativement tôt dans le temps, hein. Ça peut aller très très vite si on le voulait. L'idée, c'est aussi d'avoir de l'énergie renouvelable, mais là, de faire du vrai stockage intersaisonnier, c'est-à-dire que vous produisez de l'hydrogène lorsque vous n'en avez pas besoin de chaleur, donc mai, juin, juillet, août, septembre, et que vous réutilisez le reste de l'année. Et puis, il y a un autre domaine qui est adressable facilement, c'est ce qu'on appelle les chaufferies collectives. Là, tout simplement, vous avez ici une cascade de plusieurs chaudières 160 kW. On pourrait, si on le souhaitait, en supprimer une, la mettre en Full H2, et commencer à injecter et avoir un algorithme qui calcule quel est le meilleur taux de décarbonation. Et est-ce que je décarbone 3 machines ou est-ce que je fais tourner la 100% en fonction des besoins. Donc c'est des choses qui sont aussi faciles à réfléchir sur du post-équipement. Et ça, c'est la vraie réflexion qu'il faut avoir sur l'hydrogène, c'est que c'est pas, on casse pas tout on peut venir décarboner facilement 1, 2 générateurs sur les 4 qui sont en place, ou ainsi de suite. Donc on a une vraie logique de réflexion différente, et c'est pas dire je supprime tout, c'est comment je fais pour l'intégrer et gagner. Et ça a un vrai sens. Alors la technologie aujourd'hui, des petites chaudières murales, toutes bêtes, elles sont quasiment toutes disponibles en 20%. Pourquoi 20%? Je vous ai dit, c'est ce que les opérateurs savent faire. Si on voulait, on pourrait monter évidemment un peu plus loin. Ensuite, sur des machines un petit peu plus grosses, donc dans cette famille-là, pour la marque de Dietrich, ça commence à 45 kW et on finit à 1,4 MW que l'on peut cascader si on veut. Donc vous en mettez 10 et ça fait beaucoup de puissance. Ces machines-là sont aussi hybridables et certifiées 20%. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a systématiquement des taux de CO2 qui baissent, des taux de CO2 évidemment, des taux de CO, et les NOx s'effondrent complètement. Et ça, c'est un vrai avantage supplémentaire. Vous savez que la règle demande d'être à moins de 56 mg par kWh. Avec des injections d'hydrogène à 20% sur les grosses machines, on tombe entre 1 et 15 mg. Donc c'est une vraie valeur. Et si je fais un produit noble parce que je veux mettre de l'hydrogène, si derrière je faisais des NOx en pagaille, la cohérence énergétique peut-être, mais la cohérence écologique pas du tout. Donc la bonne nouvelle supplémentaire, c'est qu'on a des taux de NOx beaucoup plus bas. Et puis le dernier équipement que l'on a, c'est ce qu'on appelle des éco-générateurs. Donc ce sont des petits moteurs 3 cylindres que l'on alimente à un mélange hydrogène-gaz naturel. Vous allez derrière avoir une génératrice électrique. Et donc vous avez on a 5, 7 kW et un petit peu plus. Et on va récupérer toutes les pertes thermiques. Et ça, c'est un très bel outil pour faire de l'effacement électrique lorsque vous avez des puissances un peu plus importantes. Sachant que la chaleur n'étant pas perdue, vous avez un système qui est extrêmement efficient et vous allez utiliser l'hydrogène que vous avez pu produire un petit peu avant. Donc ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de technologies disponibles, déjà prêtes sur le marché
et qui pourront évoluer en fonction des taux d'hydrogène qui seront injectés dans les réseaux. La version 100% hydrogène, c'est celle-là. Donc ça, c'est une petite chaudière. Et ce qu'on voulait, c'est que dans l'esprit de la filière des plombiers chauffagistes, ça soit une chaudière murale qui ressemble à une chaudière murale. Et donc elle a les mêmes tailles, les mêmes dimensions, les mêmes fonctionnalités, sauf qu'elle n'a que de la vapeur d'eau à la sortie. Alors moi, je ne suis pas responsable de ce que mes grands-parents et parents ont décidé, mais je suis responsable de ce qu'on va faire demain. Et quand je mets de l'hydrogène dans une chaudière pure, vous avez CO0, CO2 0 et les NOx qui sont bas. Et je peux vous garantir qu'en termes de... Je suis un papa, je suis très heureux de dire, moi je fais quelque chose pour décarboner et pour améliorer les choses. Et une chaudière 100% hydrogène ne génère que de la vapeur d'eau. Et si on est un peu intelligent, cette vapeur d'eau, il ne faut pas la perdre. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme source pour réalimenter en hydrogène. Et ça, c'est la vraie boucle de rêve. Donc si on regarde, 0 CO, 0 CO2, c'est absolument remarquable. C'est exactement la même machine pour ce qui est mise en service, suivi et entretien. On a juste la détection de flamme qui est différente. Je vous ai montré qu'on ne la voyait pas. Ensuite, ces rendements sensiblement les mêmes. Ce sont des machines qui vont moduler. Elles sont déjà certifiées. Donc ça, c'était la génération 1. Nous sommes déjà à la 2. Et l'année prochaine, on en installera une quinzaine en France. Et il y en aura un peu plus de 500 en Europe. Et on est en train d'écrire la génération 3. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une vraie démarche parce qu'on est persuadé que cette filière hydrogène a un sens complémentaire dans le mix. Et puis ensuite, pour finir, aujourd'hui, elles sont double service 28 kW, c'est-à-dire qu'elles font et de l'eau chaude et du chauffage, et on a élargi cette gamme pour être aussi jusqu'à 40 kW en hydrogène pur dès l'année prochaine. Donc un des premiers pilotes qui a été fait, c'est date de juin 2019, ça a été fait en Hollande. Donc notre fondation est planquée en Hollande et on s'appelle Remea là-bas. Et avec un énergéticien qui s'appelle Stedim, ils ont fait une production locale d'hydrogène pour alimenter un immeuble. Et donc c'est la première fois que l'on mettait en place, en dehors de nos labos, une chaudière pure hydrogène. Depuis, elle est évidemment monitorée, on suit tout ça de très près, donc ça nous arrange bien. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était d'avoir l'accord sociétal des utilisateurs. C'est-à-dire que vous dites demain, je mets une chaudière qui génère plus de carbone, d'émissions de CO2, de CO, mais est-ce que l'utilisateur va adhérer à la techno-hydrogène? C'était aussi ça qui était vérifié en même temps, et la réponse évidemment c'est oui, et les choses se passant très très bien, c'est remarquable. Un autre projet qui a été fait toujours en Hollande, donc là vous avez à droite une chaudière pure hydrogène et à gauche une chaudière classique qui peut être en mélange. Donc ça, c'est chez l'énergéticien. Et ce qu'ils ont fait là-bas, c'est que c'est un réseau pur hydrogène qui a été fait dans la rue. Donc en fait, ils ont une quinzaine de logements et ils ont refait un réseau pur H2 pour tester. Donc il y a une production centralisée et ils alimentent. Mais ils ont gardé la ligne CH4, la ligne gaz naturel, pardon, simplement pour qu'en cas de défaillance de la chaîne hydrogène, les gens continuent à avoir du chauffage. Là, ce qu'on retrouve aussi, c'est encore des essais de grande échelle parce qu'on veut aussi voir sur la vie d'une famille comment ça se passe et la réactivité des systèmes côté maintenance et entretien. Et puis, celle qui n'est pas très loin d'ici, donc ça c'est un projet qui est à Châteauneuf, donc à une trentaine de kilomètres ou quarantaine de kilomètres d'ici. Et je vous disais, ce projet, on le reprendra en détail après sur la partie que Bernard devait faire, mais l'idée c'était de faire un système d'autonomie énergétique pour ce bâtiment. Donc c'est un château qui fait 4000 m². Il y a eu un peu de photovoltaïque installé, hein. Il y a 90 m² sur le toit. Il y a 2 arbres à vent. Alors les arbres à vent, vous les avez tout en haut à droite là-bas. C'est une éolienne qui est socialement acceptable. C'est-à-dire quand vous mettez une grande éolienne de 300 mètres de haut, vous avez des levées de boucliers partout. Et là, effectivement, les petits arbres sont acceptés facilement. Ils produisent suffisamment d'électricité pour qu'on fabrique de l'hydrogène. C'est un des avantages de la production avec des électrolyseurs, c'est qu'au premier électron, on fabrique des bulles. C'est-à-dire que même si moi, l'arbre à vent n'a pas un rendement exceptionnel, ne me produit pas des milliers de kilowattheures, toute l'énergie qu'il va produire sera transformée en hydrogène tout de suite. Ce qu'on sait là, par exemple, c'est qu'à une vitesse moyenne annuelle de 6 mètres secondes, hein, ça fait 20 km/h à peine, on sort 10 000 kWh d'électricité par arbre. Donc déjà, ça commence. Et puis si vous augmentez en vitesse, évidemment, c'est pas linéaire et on augmente beaucoup plus vite. Ce qui a été fait derrière, un électrolyseur classique, donc on transforme de l'eau, on va casser la liaison H2O, et derrière, on va récupérer cet hydrogène, et il est monté en pression pour être stocké, donc dans des racks
de 16 bouteilles. Donc on en stocke 47 kg comme ça à 200 bars et on stocke 6 kg à 500 bars parce que sur ce site a été décidé de faire une alimentation de véhicules que la mairie a acheté. Et donc ils ont 2 véhicules qui tournent à 350 bars. Et donc pour que le temps de remplissage soit court, il y a un booster 500 bars. Pour le bâtiment tel qu'on aurait dû le faire, cette partie 500 bars n'était pas nécessaire. La partie 200 bars nous suffisait largement. Donc ce qu'on a fait nous derrière, il y a une pile à combustible de 5 kg pour fabriquer de l'électricité à partir de l'hydrogène. La station de recharge, je vous la verrai un peu plus en détail. Et puis nous, on a fait une cascade de 2 chaudières. Donc une Full H2 28 kW et une mélange de 90 kW. Et après, on a un algorithme qu'on a développé avec eux parce qu'on avait la chance que ce bâtiment était monitoré depuis plus de 15 ans. Donc on avait 15 ans d'enregistrement de fonctionnement et on est venu faire un calcul de décarbonation. Et en fonction du stock qu'on a eu intersaisonnier et de la capacité de production d'hydrogène des jours suivants, on va décider si on fait tourner la Full H2 qui consomme une grosse partie de la réserve. Pour vous donner une idée, les 47 kg me permettent de tenir 2 jours et demi avec la Full H2 à 100%. Donc, est-ce que je fais ça? Est-ce que j'effondre toute ma réserve et après je travaille avec simplement du gaz nat? Ou alors est-ce que j'essaie de faire une solution intelligente, de chercher en fonction du taux de stockage que j'ai, de la production potentielle, quelle chaudière je fais tourner? Et donc, on fait travailler les deux tout au long de la journée. En ce moment, par exemple, pour vous donner l'idée, on travaille principalement avec la 90 kg en mélange, avec un peu plus de 20%. L'idée étant qu'on sait qu'on va avoir une décarbonation qui est meilleure. Et puis, si on a une grande tempête de ciel bleu, ça c'est génial, moins 5 dehors, tempête de ciel bleu absolue, vous avez pleine production PV, un peu de vent, là on pourrait faire tourner que la Full H2. Donc on optimise vraiment le fonctionnement en fonction de la réserve et la capacité de production qu'on a derrière. Alors pour le voyage, donc juste vous dire que on est nous prêts, vous avez vu, on y croit tellement qu'on développe beaucoup de produits autour de cette philosophie hydrogène. Les pilotes, on considère que jusqu'en 2025, on va continuer à en développer. On est encore dans des phases de preuve de concept et que pour nous, ça ne va pas aller plus vite que 2025 parce que GRDF ne met pas tout de suite 20% d'hydrogène dans le tuyau. Ensuite, à partir de 2025 à 2030, on va commencer à avoir des choses à plus grande échelle, c'est-à-dire des réseaux hydrogène dédiés. Donc il y a, dans la région Rhône-Alpes, vous avez l'Hydrogène Vallée qui est en train de démarrer. Dans l'Est, il y a une zone hydrogène. À côté de Dunkerque, c'est pareil, il y a un espace avec 60 logements qui est en réflexion pour faire un pipe hydrogène pour les 60 logements. Donc ça, c'est pour nous vraiment une première étape, c'est-à-dire de montrer aussi qu'on est capable de faire un réseau hydrogène qui fonctionne pour plusieurs logements. Et puis au-dessus, c'était ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on veut aussi maintenant que nos chaudières soient transformables en hydrogène facilement via un kit. Donc une chaudière qui est compatible aujourd'hui en injection, demain, via un kit de conversion, vous passez en Full H2. Ça, c'est maintenant. Voilà, c'est dans les jours qui viennent où ça va fonctionner. Et puis après 2030, alors là, je suis optimiste à fond la caisse, en espérant que tous les réseaux basculeront autour de l'hydrogène et qu'on aura des grands projets. En Angleterre, il y en a un pour l'année prochaine de un peu plus de 300 logements, où évidemment on sera dans le coup, pour aller, pareil, faire des choses un peu plus grands. Alors, vous montrer ce que nous, on imagine pour demain. Donc, c'est quoi? C'est une maison individuelle, plutôt autonome, qui va pouvoir travailler pour combiner une pile à combustible, donc fabriquer l'énergie, de l'électricité, avoir une chaudière pour faire le complément, un stockage thermique, un stockage d'hydrogène, derrière, une installation flexible que vous puissiez faire vivre avec la vie de la maison ou de la famille. Ça, c'est fonction bloc, c'est capital pour nous. Si vous mettez un électrolyseur de 20 kW alors que vous n'êtes pas capable de produire cette électricité, c'est complètement crétin, vous allez acheter des électrons chers sur le réseau. Vaut mieux peut-être plutôt 2 petits électrolyseurs qui travaillent de concert et qui travaillent au bon moment. Côté générateur, c'est pareil, ça ne sert à rien d'avoir une grosse chaudière, vaut mieux avoir une petite et d'utiliser la chaleur fatale de tout le reste. Alors pour que ça soit plus simple, je vous ai juste fait un petit schéma rapide pour dire voilà, vous prenez une énergie renouvelable, un arbre à vent ou du PV, vous faites de l'autoconso, première base. Sauf que vous savez qu'il y a toujours des zones de surproduction. Alors soit vous faites un contrat de revente, c'est une idée qui existe, mais moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que finalement, cette électricité-là, je vais alimenter un électrolyseur. Cet électrolyseur va fabriquer de l'hydrogène que je vais utiliser dans une chaudière pour injecter dans un tank et faire un stockage d'énergie primaire. Pourquoi on a besoin de cette énergie primaire? C'est parce que les équipements vont chauffer et on récupère la chaleur fatale pour venir faire un rendement bien supérieur sur l'électrolyseur et récupérer cette chaleur. Et derrière, vous faites de l'eau chaude sanitaire, le chauffage, plancher, radiateur, la technologie de la maison. Derrière cet électrolyseur, on peut aussi faire du stockage. Donc typiquement, un électrolyseur travaille entre 30 et 35 bars de pression native. Vous mettez un petit compresseur.
L'hydrogène, c'est génial, hein, c'est tellement peu dense que ça se comprime vite pour pas cher, et vous stockez ça. Et de stockage, bah, vous faites quoi? Vous le réinjectez dans la machine parce que vous avez besoin de chaleur plus tard, et la chaudière sait très bien le faire. Et puis si vous voulez faire de l'électricité, bah, vous intercalez une PAC. Alors faites attention parce que dans le monde de l'hydrogène, une PAC, c'est une pile à combustible, ce n'est pas une pompe à chaleur. Et derrière, vous allez refaire de l'électricité pour votre voiture ou pour la maison, et vous réinjectez toujours l'énergie fatale vers le ballon. Ce qui fait que la chaudière qui est au bout là-bas, c'est une toute petite machine en fait. Les besoins thermiques sont extrêmement bas. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'on va diminuer les besoins dans le logement, et vous avez des équipements qui chauffent. Donc la petite chaudière qui est au bout a des petits besoins d'hydrogène et une petite puissance. Et donc on peut, à l'échelle d'un logement, pouvoir faire des choses propres. Et puis, dernier état, bah, si vous avez de la mobilité légère, vous avez Pierre avec Pragma qui fait des petits vélos hydrogène, qui est au Pays Basque. Bah, il a des petites cartouches en 35 bars pour alimenter son vélo. Aujourd'hui, c'est dans son environnement, mais demain, ça pourrait être à partir d'un stockage individuel. La mobilité, on verra plutôt à l'échelle d'un écoquartier ou d'un système de station. Et puis, vous pouvez aussi avoir un réseau d'électricité ENR, donc c'est tout simplement l'énergie spot, et on considère que quand l'énergie n'est pas très chère, eh bien on fait de l'hydrogène, et quand elle est très chère, on s'efface et on la restitue. C'est aussi ça, cette logique à l'échelle d'un canton, et ça a un vrai sens. Hop. Et puis, dernière petite chose que je voulais vous montrer, vous dire que je reviens à Lyon dans pas très longtemps. Donc, on vous montrera pour Bipositive un des premiers prototypes. Donc, si vous êtes à Eurexpo à partir du 14 décembre, passez nous voir parce qu'on aura un vrai stand pur hydrogène et on va vous montrer des vrais équipements. J'ai au bout? Non. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vous dire qu'il est temps de pousser les dés et qu'il y en a un qu'il faut retourner. On va garder celui du 2, mais passer du CO2 à l'H2. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai quelques... J'ai répondu à tout? Vous êtes fatigué, il est tard, c'est ça? Après, pour Châteauneuf, Bernard, comme j'ai pris un peu de temps, mais voilà, juste vous montrer la structure du projet. Donc vous avez les arbres avant le photovoltaïque, l'électrolyseur, on stocke l'hydrogène, on a une pile, on a aussi des batteries pour faire du déphasage électrique rapide. Vous avez ici la réalité du chantier, hein, c'est qu'on a la vraie coupure de l'alimentation réseau. Et l'objectif, donc, je crois qu'il l'avait mis juste après. Voilà. Donc la suite, c'est de faire un système de remplissage des véhicules. Donc ils ont accompagné le e-Rally Monte Carlo avec de l'hydrogène. On a des îlotages supplémentaires en cours de développement avec eux. Et puis on fait beaucoup de R&D. L'idée étant de monter des titres 5 pour vérifier que c'est faisable et monter dans un moteur de calcul. Et puis on fait beaucoup de tests avec eux du fait que le système est opérationnel. Donc on peut faire des tests de composants, des tests d'endurance. Donc c'est un vrai beau projet pour nous et pas très loin, donc c'est plutôt agréable. Et donc voilà tout ce qu'ils ont eu comme reconnaissance. Donc ils ont gagné le trophée d'hydrogénie en 2020. Et puis ils ont eu le projet de l'efficacité énergétique, pareil en novembre 2020. C'était un vrai projet porté par des gens qui ont très envie, et c'est pour nous extrêmement performant d'avoir des gens qui nous aident et qui poussent et qui montrent la faisabilité du système. Et donc, juste pour finir sur Châteauneuf, vous dire que le château qu'on chauffe, c'est 4000 m² et que dedans, on a un pôle petite enfance et une crèche, et qu'on chauffe une crèche avec de l'hydrogène. Donc, vous imaginez à quel point on est confiant dans notre technologie. Et il n'y a aucun parent qui a fait de remarques, alors qu'on les a tous prévenus, qu'ils avaient une chaufferie innovante qui générait pas de polluants pour les enfants. Je vous assure que ça a été très, très bien apprécié. Voilà.